Au sommaire cette semaine, et si nous vivions 1000 ans? Un voiturier automatisé et pour finir, un nouveau tracteur autonome. Voici En route vers le futur, numéro 36. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne tous les lundis matins à 9 h. Je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Nous tenons des statistiques relativement précises depuis 1740 en France. À cette époque, l'espérance de vie moyenne n'était que de 24 ans pour les hommes et 26 ans pour les femmes. Les statistiques de 2020 indiquent désormais 79,1 ans pour les hommes et 85,1 pour les femmes. Pourquoi tant de différences? En 280 ans, de nombreuses raisons ont permis de gagner de précieuses années de vie. Tout d'abord, la mortalité infantile s'est largement réduite au cours des siècles. Au XVIIIe siècle, un enfant sur 4 mourait dans sa première année, alors qu'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à moins de 4 décès pour 1000 naissances, ce qui reste trop. Nous arrivons même désormais à faire vivre des enfants prématurés de 500 grammes seulement. L'hygiène est passée par là, notamment au XIXe siècle avec la découverte de micro-organismes pouvant provoquer les maladies par Louis Pasteur. Nous avons appris que se laver les mains avant de manger ou même avant qu'un médecin opère une personne, c'était plutôt une bonne idée. Aujourd'hui, cela paraît évident, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pour l'anecdote, au XVIIIe siècle, les médecins se devaient d'avoir les mains sales. Cela montrait qu'ils travaillaient beaucoup et qu'ils avaient donc de l'expérience. Un médecin qui vous opérait avec les mains propres n'était pas pris au sérieux. La médecine en général a fait de très nombreux progrès. Les vaccins nous ont permis d'atténuer le nombre de maladies en circulation, voire même d'éradiquer certains maux. La nourriture, même industrielle, pourtant très critiquée et critiquable, a amélioré sensiblement notre santé au fil de ces dernières années. D'ailleurs, l'abondance même de la nourriture et sa richesse, notamment en lipides et en protéines, ont fait grandir les nouvelles générations par rapport à leurs parents. Nous travaillons moins et beaucoup moins durement que les générations précédentes. Nous faisons plus de sport et nous avons une activité physique de plus en plus tardive. Cette espérance de vie continue de grimper, surtout si nous prenons en compte la planète entière, dont certains pays partent de bien bas, comme la Corée du Sud, qui a pris 30 ans de plus d'espérance de vie depuis 1960. Quand j'étais à l'école, dans les années 80, nous disions que nous gagnions 3 mois d'espérance de vie tous les 2 ans. Aujourd'hui, nous en sommes à 3 mois de gagner, mais cette fois tous les ans. Et mieux que cela, nous vivons de plus en plus vieux et en meilleure santé que les générations précédentes. Globalement, avoir 70 ans en 2021 et avoir 70 ans il y a 50 ans, ce n'est pas du tout, mais pas du tout la même chose. Je parle bien évidemment globalement, car vous trouverez toujours un parent ou un oncle qui aura vécu dans un état de souffrance pendant de longues années avant le décès. Un signe démontre bien que nous vivons de plus en plus vieux, c'est l'arrivée massive des maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, qui étaient pratiquement inconnues il y a encore un siècle. Ces maladies n'interviennent qu'à des âges très avancés, que l'on n'atteignait que très rarement autrefois. Nous n'avions donc pas le temps de les contracter avant notre mort. Les scientifiques pensent que notre corps est construit naturellement pour vivre environ jusqu'à 115-120 ans. Comment atteindre ces 120 ans? La médecine combat la mort depuis toujours. Les progrès de la médecine et des technologies médicales sont en pleine effervescence. L'accélération de l'utilisation des vaccins ARN messagers pour contrer la Covid-19 ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche contre le sida par exemple, mais également contre certaines formes de cancer et même contre Alzheimer ou Parkinson si on arrive à identifier une protéine associée à ces maladies. Les robots dans le milieu chirurgical, comme les robots Da Vinci ou Rosa, vont pouvoir accélérer l'introduction de techniques d'opération non invasives, bien plus précises, bien plus ciblées et donc bien plus efficaces et avec beaucoup moins de séquelles. Les nanotechnologies vont permettre dans quelques années de pouvoir intégrer des nanorobots sous forme de médicaments. Ils pourront être pilotés pour rejoindre une tumeur, par exemple, afin de la détruire sans avoir à effectuer de chimiothérapie ou d'opérations chirurgicales. Les nanorobots seront ensuite évacués par les selles. Nous pouvons également espérer que les nouvelles générations travailleront moins
et surtout moins dures que les générations précédentes, qu'elles feront encore plus d'activités motivantes comme du sport. Cela peut paraître un détail, mais cela allongera d'autant plus leur durée de vie. La médecine apprend à remplacer, voire maîtrise déjà le remplacement d'éléments endommagés de notre corps par d'autres éléments provenant de donneurs ou même de son propre corps. Cela peut être du tissu de la peau, de la moelle osseuse, des intestins, les poumons, le cœur, pourquoi pas un visage. Le gros problème, c'est la possibilité de rejet de greffe. Notre corps, par défaut, va rejeter un élément qui ne lui appartient pas, car il le prend pour un ennemi. Un receveur devra donc prendre des traitements à vie pour éviter ces problèmes de rejet. La recherche va actuellement dans la production d'organes synthétiques à partir de vraies cellules du corps du malade. Ces organes sont créés ensuite par impression 3D à partir des cellules produites avant d'être transplantées. Dans 30 ans, nous devrions intégrer une population grandissante dite de 5e âge, c'est-à-dire un âge supérieur à 110 ans. Et il est fort possible que cette même population soit encore très active physiquement. Peut-on encore aller au-delà? Après tout, il existe des animaux qui vivent vraiment très longtemps, comme des tortues approchant les 200 ans, des baleines dépassant ces mêmes 200 ans, des requins du Groenland de 400 ans, des palourdes dont la vie dépasse les 500 ans, et même des coraux qui ont plus de 5000 ans. Et si nous incluons les plantes, nous pouvons même aller jusqu'à plus de 100 000 ans pour une colonie de Posidonie dans les Baléares. Et c'est sans oublier certaines espèces de méduses qui sont biologiquement immortelles. En cas de stress environnemental, une agression physique ou une maladie, l'animal peut se régénérer sous forme de larve et ainsi recommencer sa vie à zéro, et ceci de façon infinie. Et pour les humains? C'est là que nous entrons réellement dans le sujet du transhumanisme, une idéologie reposant sur l'augmentation de la nature humaine et l'accroissement infini de sa durée de vie. Transhumanisme voulant dire au-delà de l'humain. De nombreuses œuvres de science-fiction font apparaître les prémices de cette idée d'augmentation artificielle des facultés du corps. Nous pouvons déjà citer le personnage de Steve Austin, un astronaute qui perd la vie lors d'un accident et qui revient sous la forme d'un cyborg augmenté dans la série L'homme qui valait 3 milliards, diffusée à partir de 1973. Plus tard, en 1987, c'est à peu près le même scénario qui est repris dans la série de films Robocop. Dans The Island... Oh là 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 là, mais dans quelle galère il s'est embarqué? Comment est-ce qu'il va s'en sortir avec toute cette histoire? Oh mais c'est pas vrai que t'es là, Fred! Oh, c'est incroyable! Non, mais du coup, si c'est comme ça, je vais finir par installer StiVPN, hein. Je commence à en avoir assez que tu viennes chez moi, même sans que je t'invite. Et d'ailleurs, en parlant de StiVPN, sachez qu'avec l'offre exclusive que vous propose Frédéric, avec le code CPPR, vous pouvez bénéficier de 99% de réduction sur On s'en bat les StiVPN. couilles, on s'en bat les 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 couilles. Bref, tout ça pour dire, Fred, que je pense personnellement que tu es en train de virer cinglé, parce que vouloir parler de transhumanisme, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Jamais tu vas pouvoir t'en sortir. Car en effet, le terme transhumanisme est un terme fourre-tout, comme véhicule ou robotique, ça veut tout et rien dire. Prenons les termes de véhicule. Véhicule, par exemple, on pense tous instinctivement à une automobile. Mais véhicule, ça peut être aussi bien être des patins à roulettes qu'une fusée spatiale, un sous-marin technique nucléaire, un bateau, une trottinette. Tout cela, c'est des véhicules. Ou même le terme de robotique. Robotique, et vous avez des robots chez vous, vous avez le mixeur de la cuisine, mais robotique, ça désigne aussi les machines qui vont sur Mars, ça désigne aussi celles qui sont dans les usines qui fabriquent vos automobiles ou vos smartphones. Donc tout ça, c'est des termes qui sont très galvaudés, qui veulent tout et rien dire. Robotique, véhicule, transhumanisme, ça désigne plein de choses extrêmement différentes. Au final, on range tout ça dans le même sac. En ce qui concerne le terme transhumanisme, ça désigne tout simplement un être humain amélioré. Alors amélioré, qu'est-ce qu'on va entendre par cela? C'est pas bien compliqué, c'est tout simplement l'être humain né avec un ensemble de capacités. Mais que considère-t-on comme étant une amélioration? Alors bien sûr, on pense tout de suite aux thérapies géniques, on pense aux membres améliorés, notamment robotisés et ainsi de suite, aux armures. Mais où commence le transhumanisme?
Vous l'aurez donc compris, le transhumanisme touche à une palette de modifications absolument colossales. Ça peut être des modifications aussi bien physiques, c'est les plus évidentes et c'est ceux auxquels on pense, mais ça peut aussi être des modifications intellectuelles, que ce soit par des substances illicites, que ce soit par des microprocesseurs. Quelle importance! Au final, on n'est plus l'être humain tel qu'on était lorsqu'on est venu au monde. Donc au final, c'est un débat qui fait un peu feu de paille. Car effectivement, l'être humain a toujours été fan de transhumanisme. La première opération, le premier plâtre, la première paire de lunettes, le premier vaccin, la première fausse dent posée. Où se trouve la limite? La limite réside-t-elle à ce niveau-là? C'est-à-dire une personne avec un cœur artificiel fait-elle partie des personnes transhumaines? Les bras robotisés, est-ce que c'est la limite? Est-ce qu'un cerveau humain dans un corps de robot, est-ce que c'est la limite? Est-ce qu'un être humain digitalisé, l'esprit d'un être humain digitalisé évoluant dans le cyberespace est la limite? Tout ça, c'est des questions extrêmement vastes qui recouvrent le terme transhumanisme. Donc du coup, toi, mon petit pote Fred, je suis vraiment très très curieux de comment tu vas faire en sorte de t'en tirer. J'ai hâte de voir ça parce que là, faut rien lâcher, mon ami. Merci Fabien, t'as déjà fait ma conclusion. C'est cool. Bon, reprenons. Depuis que la médecine, ou du moins qu'un semblant de médecine existe, nous avons toujours tenté de réparer nos corps endommagés, voire de remplacer une des pièces. L'exemple de la dent artificielle cité par Fabien est un très bon exemple. Nous avons trouvé des prothèses dentaires sur des corps vieux de 2300 ans, et cela se pratiquait probablement bien avant. Aujourd'hui, nous pratiquons déjà des remplacements d'organes par des organes artificiels. Pensez au corps artificiel testé dès 1937, aux reins artificiels, c'est-à-dire les dialyses, en 1949, et plus récemment en 2014, nous avons produit le premier poumon artificiel. Même les sens peuvent être remplacés dans certains cas, par une prothèse, comme les implants cochléaires qui permettent de recouvrer son audition, ou les implants intraoculaires afin de remplacer le cristallin d'un œil malade. Quant aux membres, cela fait déjà plus de 2500 ans que nous relevons des traces historiques de prothèses de jambes, d'orteils ou de mains. Aujourd'hui, ces prothèses bénéficient de nos avancées en matière de mécanique et de robotique afin de regagner des performances proches de la nature. Et il arrive même que nous dépassions les performances humaines, comme ce poignet par exemple, qui peut tourner sur lui-même à l'infini. C'est pratique? Chaque personne utilisant l'un de ces organes est déjà un cyborg, soit un humain comportant des pièces électroniques et mécaniques. Sans aller jusqu'au cyborg, les exosquelettes permettent de remplacer l'usage d'un membre absent ou inutilisable par un squelette externe pourvu de capteurs et d'actionneurs. Un bon exemple, la recherche avance pour redonner la marche aux personnes dont les jambes ne sont plus fonctionnelles. Et pourquoi pas améliorer nos possibilités? Comme pour le poignet tout à l'heure, il sera probablement possible dans quelques années de courir plus vite avec des prothèses de jambes, être plus efficace avec des bras artificiels, de voir mieux et avoir une meilleure audition avec des prothèses auditives et oculaires. Des recherches ont lieu afin d'améliorer notre cerveau, que ce soit au niveau de la mémoire ou de l'intelligence. Dès aujourd'hui, ces recherches permettent de redonner le sens du toucher à des personnes tétraplégiques. Mais dans 20 ans, dans 50 ans, nous serons peut-être capables d'augmenter significativement les capacités cognitives et la mémoire de patients par l'ajout de neurones artificiels ou de puces miniaturisées. Nous pourrions connaître le principe d'une pensée hybride entre notre cerveau organique et des éléments électroniques. Et pourquoi ne pas remplacer un organe ou un membre parfaitement fonctionnel par un membre artificiel si celui-ci fait de nous des personnes plus fortes, plus adaptées à un sport, un métier ou à la séduction? Ce sont des questions ou des dérives sur lesquelles il faudra probablement trancher dans les très courtes années qui arrivent. Pourquoi trancher? Chacun est libre, non? Oui, dans l'absolu, mais que se passe-t-il si un fossé social se creuse entre les personnes augmentées et les personnes dont tout est resté naturel? Ces augmentations de nos capacités seront-elles réservées à une certaine classe sociale? Le film Bienvenue à Gattaca en 1997 lance le débat autour de l'eugénisme. Mais l'intrigue est parfaitement transposable à l'humain augmenté. Mais tout cela n'empêche pas de vieillir. Tu as parfaitement raison. Remplacer des bras, un cœur ou des yeux n'empêche pas le vieillissement. Le vieillissement est un processus continu et progressif d'altération naturelle des fonctions du corps. Le vieillissement commence dès qu'on atteint l'âge adulte. Comment cela fonctionne? Nos chromosomes sont protégés à leurs extrémités par des structures en forme de capuchon que l'on appelle télomères.
Ces télomères rétrécissent légèrement à chaque fois qu'il y a une division cellulaire. C'est ce processus qui semble engendrer le vieillissement. Lorsque ces télomères sont devenus trop fins, ils ne protègent plus les chromosomes qui s'effilochent et se soudent entre eux jusqu'à la mort de la cellule hôte. Nous connaissons déjà un enzyme pouvant stopper ce processus, le télomérase. Sa découverte a d'ailleurs donné lieu à un prix Nobel de médecine en 2009 à 3 chercheurs américains. Mais ce n'est pas si simple, puisque l'utilisation de cette même enzyme est risquée, puisqu'elle induit que les cellules la recevant deviennent immortelles et se multiplient à l'infini, au risque de développer des cellules cancéreuses. D'autres pistes sont en cours pour stopper ce processus, comme l'étude de certaines chauves-souris dont les télomères ne se raccourcissent pas avec le temps grâce à certains gènes. Si l'on veut dépasser une espérance de vie de 120 ans, il faudra donc passer par des thérapies géniques, qui consistent à introduire du matériel génétique reprogrammé dans nos cellules. Ce qui, une fois de plus, doit être débattu au vu des dérives potentielles que cela peut engendrer. Si l'on modifie notre génome, serons-nous encore des humains? Comme le précisait Fabien tout à l'heure, cela dépend où l'on place notre limite, notre curseur. Depuis que le premier hominidés sont nés il y a 2,5 millions d'années, notre patrimoine génétique s'est grandement modifié. Et l'homme moderne, il y a 300 000 ans, a encore évolué jusqu'à nous, et continuera d'évoluer naturellement en relation avec ses modes de vie et son environnement. Si des colonies humaines partent vivre sur d'autres planètes, leur patrimoine génétique évoluera en fonction et créera d'autres espèces plus adaptées après quelques dizaines ou centaines de générations. Modifier nous-mêmes notre génome peut être pris comme une suite logique de notre espèce qui maîtrise peu à peu son propre corps. Il accélère et adapte son génome pour mieux s'adapter aux nouvelles contraintes qu'il subit. C'est un sujet extrêmement vaste que la philosophie se doit de s'emparer avant que nous n'en soyons là. Même si l'idée du transhumanisme passe presque obligatoirement par une transformation de notre patrimoine génétique, l'idéologie repose principalement sur le mariage entre l'organique et le méca. C'est là que la limite de chacun entre en compte. À quel niveau perdons-nous notre humanité pour devenir une machine? Aujourd'hui, le cyborg ne possède que quelques éléments non organiques, sous la forme d'un membre manquant, d'un cœur artificiel ou d'un capteur supplémentaire. Mais où en sera-t-on dans 100 ans, dans 1000 ans? Nous pouvons imaginer qu'à un certain âge où le corps est devenu très abîmé, seuls les éléments vitaux pourraient être préservés au profit d'un support physique totalement robotisé, comme dans le film Robocop. Mais c'est vraiment de la science-fiction tout ça! Oui, au stade où l'on en est aujourd'hui, tout ça n'est encore que pure spéculation, une idéologie. Mais certains avancent que ce n'est pas si loin que ça. Laurent Alexandre, un entrepreneur influenceur, pense que le premier humain qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. Attention, Laurent Alexandre n'est pas forcément la meilleure source d'information en matière de robotique ou d'intelligence artificielle, mais sa pensée reflète la pensée d'un grand nombre d'idéalistes de la technologie. Personnellement, je serais un petit peu plus modéré, mais je ne suis pas plus spécialiste que Laurent Alexandre. Cela me fait peur. C'est normal, quel que soit son niveau de conservatisme, le changement fait toujours peur à un moment donné. Mais ces changements ne seront pas brutaux, ils se feront probablement sur plusieurs générations. Les innovations arriveront lentement. Les générations les incluront à leur propre culture, de la même manière que nous avons absorbé toutes les technologies au fil du temps, malgré quelques réfractaires à chaque invention ou découverte. Nous ne sommes pas passés de l'ordinateur géant comme un immeuble capable de faire juste quelques opérations arithmétiques des années 40 au tout petit smartphone qui tient dans la main des milliards de fois plus puissant en une seule mise à jour. Cela a pris du temps et cette évolution s'est faite presque naturellement. Et comment fait-on lorsque les éléments vitaux ne fonctionnent plus? Nous passons dans la dernière phase décrite par le transhumanisme, le transfert de la personnalité et de ses souvenirs dans une intelligence artificielle à la façon d'une sauvegarde. Celle-ci pourrait réagir comme la personne originale. C'est une copie ou l'original qui sera transféré? C'est une très bonne question. Comme pour le principe de l'éventualité d'une téléportation, c'est une copie numérique qui pourrait avoir l'impression d'être l'original et qui continuerait cette vie cybernétique. Le vrai original et sa conscience aura disparu, se sera éteinte. Que je rassure tout le monde, pour que nous en arrivions là, il faudrait que l'intelligence artificielle ait déjà passé une étape qui n'est pas encore du tout, mais alors pas du tout à notre portée, la singularité technologique. Quoi la singularité coconologie? C'est de manière très raccourcie une théorie selon laquelle il pourrait y avoir un moment clé où l'humain n'aurait plus rien à apprendre à une intelligence artificielle. Et pour que cette IA continue de progresser,
nous lui laisserions prendre la main sur sa propre amélioration. S'en suivrait une évolution de l'IA de façon exponentielle, mais cela reste une théorie. Ce sera si et seulement si cette singularité technologique intervient que l'on aura la possibilité de transférer une conscience, ou du moins sa copie, dans une intelligence artificielle pour qu'elle continue de raisonner à la place de la personne défunte. Mais si encore. Rien n'empêche d'utiliser des avatars pour accueillir ces consciences rendues artificielles. Ces avatars pourront être simplement des personnages à l'intérieur d'un cyberespace virtuel ou bien des robots qui évolueront dans le monde physique. Que ferons-nous avec cette surpopulation? Oui, la Terre est déjà dépassée par nos besoins énergétiques et alimentaires. D'après l'ONG Global Footprint Network, il nous faudrait presque déjà 3 planètes, comme la nôtre, pour amortir naturellement nos besoins actuels. Comment allons-nous faire si nous vivons 120 ans, 400 ans, voire beaucoup plus, à travers une version numérique? D'après Elon Musk, patron de SpaceX, il est temps de passer à devenir une espèce multiplanétaire. Sa solution consisterait à partir coloniser le reste du système solaire, puis pourquoi pas coloniser d'autres systèmes planétaires ailleurs dans la galaxie. On n'est pas déjà en train de détruire notre écosystème? En réalité, la vie finira toujours par trouver un chemin pour rebondir. À chaque disparition massive d'espèces, d'autres finissent par combler le même écosystème. Finalement, une des espèces les plus en danger avec toutes nos actions, c'est notre propre espèce. Attention, je ne cautionne pas du tout nos actes contre la nature actuelle. Chaque espèce qui disparaît de notre fait est un échec impardonnable de notre propre humanité. Dans l'idéal, que je ressens personnellement, c'est qu'un jour l'humanité ait effectivement colonisé notre système solaire, d'ici quelques siècles, et que la Terre deviendrait une sorte de parc naturel global où seuls quelques scientifiques viendraient afin d'en étudier l'évolution. Nous vivrions sans animaux et plantes autour de nous. J'espère que nous allons pouvoir recréer de grands espaces de vie avec leurs propres biomes, à la manière des cylindres d'O'Neill, des tores de Stanford ou des sphères de Bernal. Mais bon, tout cela reste de la pure science-fiction pour le moment. Quant à nos versions virtuelles, elles pourraient peut-être finir par survivre à l'extinction même de notre espèce physique si leur IA arrive à contrôler l'énergie dont elles ont besoin. Nous pouvons même imaginer que ce seront ces êtres virtuels qui parcourront l'univers pour l'explorer pendant des milliers, voire des millions d'années. Et si par ce biais nous rencontrions une autre civilisation, cela pourrait être également par le biais d'autres intelligences artificielles émanant d'une espèce disparue depuis des millions d'années également. Faudrait que j'écrive un roman, moi. J'ai matière. Bref, je m'égare. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du transhumanisme. Avez-vous peur qu'on y perde notre humanité? Êtes-vous chaud pour vivre 1000 ans? Ou au contraire, vous trouvez que 80 ans, c'est déjà pas si mal? Vous arrivez dans un parking bondé et cela peut être frustrant de passer du temps à rechercher la plus petite place possible. Vous aurez même du mal à sortir de votre véhicule tant les voitures sont serrées entre elles. Ford vient de présenter au salon IA Mobility, l'équivalent allemand de notre mondial de l'automobile, un service de voiturier qui pourrait être intégré dans de futurs véhicules électriques de la marque. Il vous suffirait de vous garer à l'entrée des parkings sur des emplacements spécifiques et de descendre de votre véhicule. À l'aide d'une application sur votre smartphone, vous pourrez programmer l'ensemble des tâches que votre voiture devra exécuter en votre absence. Puis, le véhicule vaquera à ses différentes tâches. Cela peut être se diriger vers un automate de nettoyage afin de retrouver un véhicule tout propre à votre retour. Vous pouvez également programmer une charge de la batterie de votre voiture ou un bras robotisé ira se brancher automatiquement sur votre véhicule. En dehors de ces tâches, votre voiture pourra se garer toute seule à une place vacante du parking. Comme plus personne n'entre ou ne sort des véhicules, les places pourront se serrer encore plus et les parkings pourront gagner jusqu'à 20% de place en plus sur une même surface. Ford a même pensé au fait que vous pourriez vous faire livrer un colis directement dans le coffre de votre voiture en votre absence. Le livreur se ferait connaître près de votre véhicule à l'aide d'une application pour que le coffre s'ouvre automatiquement le temps de charger le colis. Enfin, lorsque vous indiquerez sur l'application que vous désirez retourner dans votre véhicule, celui-ci sortira de sa place et viendra à votre rencontre dans l'espace dédié à cet effet. Que pensez-vous de ces nouveaux services qui pourront accompagner l'autonomie progressive de nos véhicules? Dites-le moi dans les commentaires. Agexid est une start-up des Pays-Bas spécialisée dans l'automatisme agricole.
L'entreprise a été créée afin de permettre aux agriculteurs d'avoir le temps de faire ce qu'ils font le mieux, l'agriculture, tout en respectant au mieux l'environnement. Agexide pense également que l'arrivée de matériel agricole autonome va pouvoir redonner un intérêt pour l'agriculture pour les jeunes générations qui doivent choisir leur carrière. La création majeure d'Agexide est l'AGBOT, un tracteur autonome de 6,5 tonnes basé sur un moteur diesel de 156 chevaux et 350 litres de fioul, entraînant d'immenses chenilles jusqu'à 15 km/h. L'engin bénéficie d'une prise de force électrique de 136 chevaux, d'un relevage arrière sur 3 points standards de 8 tonnes et d'un relevage avant de 3 tonnes. Son positionnement est généré par un ensemble de capteurs dont un GPS RTK d'une précision de 2 cm et de plusieurs lidars. Ces capteurs sont capables d'alerter en cas d'obstacle et donc de les faire éviter. Le tracteur pourrait travailler ainsi jusqu'à 20 heures de suite avec un moteur à 70% de sa charge pour une consommation de 41 litres par heure. Contrairement à la plupart des engins agricoles autonomes, l'AGBOT n'est pas spécialisé dans une culture, mais peut travailler sur de multiples cultures différentes, suivant les modules que vous installerez. Comment le piloter? Depuis une application sur tablette ou depuis un ordinateur, sélectionnez une parcelle à travailler, sélectionnez ensuite la configuration des modules nécessaires à la tâche, et enfin les points d'entrée et sortie de l'AGBOT sur la parcelle, ainsi que la ligne de référence de travail. Vous pouvez visualiser par avance sur l'application le tracé du chemin que le robot va emprunter. Puis vous enverrez le plan de route à votre tracteur via le cloud et une puce 4G 5G située sur le tracteur. Déplacez ensuite l'AGBOT au point d'entrée de la parcelle en utilisant une télécommande, puis lancez l'exécution de la tâche. Depuis l'interface, vous pourrez suivre en temps réel l'ensemble des paramètres et le résultat des capteurs, comme le niveau de fuel ou la température des éléments clés. Depuis l'interface ou la télécommande, il sera toujours possible d'arrêter ou de reprendre la main sur le robot. D'ailleurs, la loi française oblige pour le moment qu'un technicien reste à moins de 250 mètres d'un engin agricole autonome lors de ses phases de travail autonome. Le constructeur de matériel agricole allemand Claas investit dans ce projet et espère proposer différentes configurations de ce tracteur dans son propre catalogue dès le printemps 2022. L'AGBOT devrait être commercialisé pour un tarif de 240 000 €, mais 2 autres versions moins puissantes et sans les chenilles pourraient apparaître rapidement à partir de 150 000 €. L'AGBOT n'est pas du tout le premier tracteur autonome. Nous avions déjà présenté le Tractor dans l'épisode 19 que vous pouvez retrouver ici dans mes fiches. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. Cela contribuera à faire connaître ma chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, promis, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!